Human cloning is the first step toward another great discovery. Toi et puis Raël reçus au Congrès américain. C'est Un truc incroyable. En fait, c'était une belle avancée scientifique et de ça, je pense qu'on peut en être fier. Imaginons que tout ça soit faux. Quel serait le sens? Imaginons que ce soit vrai. C'est vertigineux. Que ce soit vrai ou faux, finalement, le résultat est le même. L'important, c'était qu'on comprenne bien que c'était une étape essentielle dans le développement de l'humanité. C'est une œuvre qui est faite par des gens qui ont exprimé leur vision. Une vision teintée, une vision qu'on peut critiquer. Pour moi, je la regarde avec cet œil-là, et puis bon, c'est à nous de corriger les choses. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, Les Raéliens de Netflix. Cette série qu'on a initiée pour donner la parole aux Raéliens qui ont témoigné dans le dernier documentaire Raël, le prophète des extraterrestres, paru sur Netflix. Alors aujourd'hui c'est particulier car on reçoit l'invité, le témoin principal de la série, on reçoit Brigitte Boisselier. Merci Brigitte. Merci à toi. Merci Brigitte d'avoir répondu à cette invitation. Et parce qu'on te voit, tu es le fil rouge de cette série. On te voit du début à la fin. La série commence par ce beau plan là en drone là, de ce ranch là au Mexique. Et puis on suit ton histoire, non seulement ton histoire personnelle, mais également cet événement extraordinaire quoi, qui a été l'annonce de la naissance du bébé cloné. La première question qu'on a à te poser, c'est qu'est-ce que tu as pensé de cette série? Tout d'abord, j'ai dû me gendarmer pour la regarder parce que c'est jamais très confortable de se regarder en fait. Et puis on se demande souvent à quelle sauce on va être mangé. Et à quelle sauce je vais être mangé, etc. Et j'avais parlé quelques jours avant avec le producteur qui m'avait dit, bon, il y a des parties que tu vas pas aimer. Je te le dis, hein. Parce que quand même, après des années où on a travaillé ensemble, etc., il y avait forcément une forme de respect mutuel. Hein. Je veux dire, j'ai apprécié faire équipe avec Antoine, Alexandre. Donc, les réalisateurs de la série. Oui, le producteur et puis le réalisateur. Et donc, c'est tout en sachant que... Ils arrivaient avec un gros bagage, le bagage d'être français, donc d'avoir baigné dans toutes ces histoires de sectes, de mille et vues, de toutes les organisations gouvernementales qui disent qu'on est des sectes et dont j'ai souffert en fait. Et donc je savais que ça allait être teinté de cette façon-là, alors qu'une équipe américaine n'aurait pas fait de la même façon, ou peut-être n'aurait pas fait du tout, parce qu'il n'y avait pas de sensationnalisme. Ils n'auraient pas vu le sensationnel dans ce qu'on a fait, alors qu'en France, ça a cette dimension sensationnelle. Donc il y avait cette intention là que tu sentais. Donc je me suis préparé un peu de comfort food, hein, des pâtes, etc., un petit verre de vin, etc., pour me donner un peu de plaisir, sachant que j'allais souffrir en regardant ça en fait. Et bon, effectivement, c'est un portrait avec un angle qui est leur angle. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à faire partie de tous les épisodes. Hein. Je pensais qu'il allait y avoir un épisode sur le clonage, mais effectivement, je suis un peu en fil rouge dans le développement. J'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup plus sur Raël lui-même. En fait, on le voit dans son passé, etc. Mais il a été interviewé pendant 4 heures à Okinawa et ils ont sorti peut-être 5 minutes de tout cet enregistrement. Alors c'est ça, et c'est un peu l'objet de cette série que l'on fait, là, les Raéliens de Netflix, parce qu'il y a eu, on a envie d'être un peu dans les coulisses, dans les coulisses du tournage de cette série. Et comme tu dis, Raël a été interrogé des heures. Et en fait, il en ressort très peu, quoi. Très peu, en fait. Et probablement que... Enfin, c'était pas l'objectif,
C'était pas de montrer ce qu'il apporte, etc. Je me souviens d'avoir parlé avec Raël qui m'a dit, écoute, je pense que ça peut être mon testament, ça peut être tout ce que je vais dire là, ça peut être mon testament. On a une chance, c'est qu'en fait, on a gardé l'enregistrement de ce qu'il a dit, et donc on pourra éventuellement partager à un moment donné. Okay. Et, en tout cas, ça a été bien tourné. La production est bonne, il y a des moyens qui ont été mis. Beau, et puis de voir toutes ces images du passé, des pionniers raéliens, etc. Et puis bon, se voir, de me revoir au congrès, de me revoir à il y a eu des images fortes, mais on va y revenir. Si tu veux, on va... Dans cette séquence-là, aujourd'hui, on va revenir sur ton parcours, parce qu'en fait, on parle de ton parcours dans la série. Et puis ensuite, on viendra sur le terrain de l'annonce de l'enfant, du bébé cloné. Ce qui peut interpeller pour les gens qui regardent, c'est de voir quand on te voit arriver, tu expliques que dans la série, tu es arrivé dans le mouvement dans les années 90, c'était en 93, 92, je crois. Ouais. Et ce qui peut interpeller, c'est de voir une scientifique rejoindre un mouvement qui peut penser être ésotérique ou mystique. Pourquoi ? Parce que ça touche les extraterrestres, alors qu'en fait, qui n'en est rien, puisqu'on le sait, il suffit d'aller sur les différents sites du mouvement pour voir qu'en fait, c'est une philosophie qui vient démystifier les religions et spiritualiser la science. Donc, il n'y a rien d'ésotérique ou de mystique là-dedans. Mais ça peut interpeller de voir une scientifique rejoindre rejoindre le mouvement raélien. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça ? Je comprends. Tu n'es pas la seule. Non, je ne suis pas la seule, heureusement. Et d'ailleurs, je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas plus. En fait, ça, c'est un point. Mais de façon intime, c'est vrai que je suis scientifique, mais j'ai toujours été passionnée de littérature, passionnée d'histoire, de mythologie. J'allais en Grèce régulièrement, j'allais sur les anciens sites. Donc en fait, j'ai un parcours un peu éclectique. Bon, c'est vrai, avec 2 doctorats, etc. Donc clairement avec une base très scientifique, mais très ouverte. Et je lisais, en fait, à l'époque où j'ai lu le livre de Raël, je lisais tout ce qui était publié sur les extraterrestres. Donc, en fait, j'avais une base, une sorte de préparation, c'est-à-dire que j'étais passionnée de mythologie, d'anciens dieux, et de ces choses de genre, depuis très très jeune. En fait, j'ai des écrits quand j'avais 10-12 ans sur l'Égypte, que ma mère a gardés, etc. J'étais passionnée d'extraterrestres. J'avais une base scientifique. En fait, j'avais tous les piliers qu'il fallait pour recevoir l'information, ce qu'on appelle les messages entre nous, donc le premier livre de Raël, et de le lire avec tous ces filtres. Et ça, évidemment, ça m'a touchée, quoi. Mais parce que je suis scientifique, je ne devais pas le regarder et le dire « Ok, bon, ça va, j'adhère ». J'ai pris 1 an pendant cette année où j'ai recherché, en fait, avec une démarche pour démontrer que c'était ridicule. D'accord. Même si ça m'avait touchée et que je me disais, it makes sense, ça me paraît tellement juste, mais en même temps, c'est pas possible parce que l'évolution a été démontrée. Si je suis scientifique, je ne peux pas penser que l'évolution n'a pas été démontrée, alors qu'en fait, ça n'est qu'une théorie. Et donc, j'ai passé 1 an sans contact avec beaucoup de Raéliens, juste la personne qui m'avait donné l'information, qui de temps en temps passait. En fait, c'était très drôle. Hein. Il passait. On travaillait dans la même société. Compagnie, et lui, il était en province. Je travaillais à Paris au headquarter. Et puis, de temps en temps, il passait parce qu'il avait des missions à faire sur Paris. Et puis, il n'entrait pas dans mon bureau parce que mon bureau, c'était une tabagie. Je fumais une cigarette après l'autre et lui, il restait bien à distance. Un raélien ne va pas se mêler avec la fumée de cigarette, etc. Et puis, je lui envoyais des pics. Je lui disais, bon, si c'est une philosophie du plaisir,
Tu vois, pourquoi tu me reproches de fumer, etc. Donc, en fait, I was challenging him, je lui envoyais toutes ces formes en fait, je résistais, mais de façon saine, je dirais, de façon très saine. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on voit pas trop dans la série. En tout non, cas, hein. Donc, non, tu es scientifique, tu avais ce lien avec les écrits anciens, avec l'hypothèse d'une vie ailleurs, tout ça. Tous ces éléments, et puis tu entres dans le mouvement. Et puis, et on le voit dans la série, rapidement, ton implication prend de l'importance. Et puis, tu as payé cher quand même, hein, on le voit dans la série. Tu as payé très cher même ton implication dans le mouvement raélien, puisque on le voit au moment où tu fais le choix de partir en Amérique du Nord. Tu es séparé de tes enfants, quoi. Et c'est important de dire tu es séparé de tes enfants, mais tu ne t'es pas séparé de tes enfants. La nuance est importante. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment t'as vécu ça et comment ça se passe aujourd'hui? Ça n'est jamais évident de vivre sans le choix. En fait, il y a eu 2 événements en cascade, en fait. Donc, c'était en 97, Dolly, la brebis clonée, la première. Donc, premier mammifère cloné est né. Et c'est là que Raël décide de faire un communiqué de presse dont j'en parle dans la série. Et le communiqué sort, il est repris par Le Monde. Le directeur de la compagnie pour laquelle je travaille lit Le Monde, voit ça dans la journée, dans les 24 heures, c'était au Human Resource. Et il fallait on le voit dans la série. Parce que là tu t'affiches, t'es affiché publiquement. Quoi. Publiquement, et donc c'est là où je suis convoquée dans les, je sais pas, probablement 48 heures. J'ai demandé à avoir un représentant syndical avec moi, aucun n'a accepté de venir, donc j'étais toute seule en face de 2 personnes. D'habitude, les entretiens de licenciement, il y a une personne, là, c'était 2. Et à me dire, réfléchis bien, Brigitte, tu as des enfants, t'es sûre que tu devrais faire un communiqué de presse disant que tu n'es pas raélienne. Donc c'était vraiment la pression pour me faire dire que je ne pense pas ce que je pense, quoi. Renier tes convictions. Renier mes convictions. Donc ça, un jour, ça va être rappelé, quoi. C'est impensable, en fait, d'obliger quelqu'un. Donc, bon, évidemment, je ne l'ai pas fait. Et je savais les conséquences. Donc, dans la foulée, donc je suis partie sans compensation. Donc j'ai gagné un procès contre eux. Et j'ai eu 3 mois de salaire. Aux États-Unis, j'aurais eu 3 ans, plus. Hein. Mais là, c'était vraiment le minimum qu'ils pouvaient me donner. Donc le juge n'a pas pu faire autrement. Mais bon. Et puis, dans la foulée, mon ex-mari utilise cette nouvelle que je suis raélienne comme une forme de revanche, et puis va essayer d'obtenir la garde de mes 3 enfants. L'aînée était déjà autonome, donc elle n'avait pas besoin d'une tutelle. Le deuxième, mon jeune garçon, est resté avec moi, mais la petite fille qui avait 8 ans a été gardée par son père, et avec interdiction de la voir autrement qu'en présence de ma mère ou de mes parents. Et là, il y a une vraie discrimination. Et là, c'est une vraie discrimination. Raël m'a dit, écoute, tu as fait tout ce que tu pouvais. Maintenant, vis ta vie, quoi. Vis ta vie, et ta fille va revenir. Et c'est le cas, en fait. Elle n'a même pas attendu ses 18 ans. À 17 ans. Alors, c'est ce qu'on a envie de savoir, parce que la série ne le montre pas. Donc, à 17 ans et demi, elle a décidé elle a dit, ça suffit maintenant, je veux voir ma mère. Elle est venue ici en Suisse. Hein. On est et avec du recul aujourd'hui, 20 ans après, aucun regret, quoi. Non, aucun regret. Bien au contraire, quoi. Parce que, en fait, tous ces événements m'ont poussé à faire ce que j'ai fait après. Hein, je n'aurais pas lancé... repris vraiment, parce que la société de clonage, c'était plus pour secouer le cocotier en disant, on va le faire. Et en espérant qu'il y avait des scientifiques qui allaient se rallier, etc. Mais ils ne me demandaient pas de le faire, absolument pas. Et c'est moi qui, face enfin, avec tout ce que j'ai vécu, je ne pensais pas être licenciée. Enfin, bon, être licenciée, ne plus avoir de jeunes enfants à charge, en fait, j'avais toute la liberté
de lancer cette compagnie. Et en fait, c'est eux qui m'ont permis de le faire. Parce qu'en fait, c'est la question qu'on a envie de te poser, quoi. À l'époque, donc il y a ce communiqué de presse, et comme tu dis, tu prends la décision de rentrer dans l'aventure. Quel sens tu trouvais à tout cela, quoi? Qu'est-ce qui a motivé ton choix de se lancer dans cette aventure du clonage? En fait, en même temps que je payais les pots cassés d'être public dans ma conviction que c'était bon de le faire, il y avait en même temps une telle unanimité dans la société, quels que soient les partis politiques, quelles que soient les religions ou les philosophies, tous étaient unanimes à dire qu'il ne fallait pas que ça se fasse. Et donc il y avait une urgence à informer le public de l'importance de le faire. Parce que, et ça c'est clairement établi dans notre philosophie, que s'il y a un jour une forme de vie éternelle, c'est parce qu'on est capable de se recréer à l'identique, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de se cloner. Donc c'est pas le clonage que j'ai fait, c'est pas juste on prend une cellule et puis on fait un bébé. C'est on prend une cellule et on prend les informations aussi du cerveau et on crée un être adulte et on transfère complètement la personnalité. Donc c'est une reproduction intégrale de la personne, jeune évidemment, qui est possible. Et ça paraissait de la science-fiction encore, bien sûr en 1974 quand Raël le décrivait. Mais là, la science-fiction devenait réalité. Devenait réalité. Il fallait absolument informer le public de l'importance de le faire. Et rentrer dans l'aventure, malgré les difficultés, malgré, comme tu le dis, que tout le monde était... Enfin, tout le monde, quand je dis tout le monde, les institutions, quoi. Tout le monde était contre. Et tu dis, là, ce que tu viens de dire, c'est que le fait que toutes les institutions étaient contre, c'est quelque chose même qui t'a motivé. Tu te dis, si tout le monde est contre, c'est qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose de fort, quoi. Je pense qu'il doit y avoir des jeunes particuliers, je ne sais pas. À partir du moment... il y a plein d'événements dans ma vie de ce genre. Quand on me dit c'est impossible, je suis tentée de le faire, quoi. Alors aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans maintenant. Hein, ça fait plus de 20 ans. Et ta position depuis 20 ans n'a pas changé. Hein. Tu maintiens que Ève, elle s'appelle Ève, dans la naissance de cet enfant cloné qui aujourd'hui aurait 20 ans, que cet enfant cloné existe. Après, chacun se fait sa propre idée, parce que tu comprends qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est faux, puisque aucune preuve n'a été apportée. Comment tu vis cela aujourd'hui? Est-ce que tu reçois des soutiens? Est-ce que tu as des encouragements? Aujourd'hui, 20 ans après, comment ça se passe? On a envie de savoir, et la série ne s'intéresse pas trop à ça. Non. En fait, je suis en paix avec ça. J'ai dû prendre une décision. Clairement, c'était à peu près une semaine après l'annonce. On devait présenter le bébé très rapidement. Il y avait une équipe qui était constituée avec un journaliste qui s'occupait de ça. Et les parents étaient censés aussi présenter l'enfant. Ça faisait partie du contrat. Donc, et puis, tout s'est précipité d'une façon négative. C'était un cirque infernal, en fait. Non seulement les médias... Ça, la série le montre. L'épisode 3, là, ça a été... Et donc, toute cette... tourmente, en fait, a démontré que le public n'était pas prêt à absorber ça. Donc, tout m'est tombé dessus, dans la mesure où j'ai perdu ma crédibilité, j'ai perdu un peu tout ça, mais en fait, c'était une aventure humaine, donc je ne pouvais pas aller plus loin avec les enfants, avec les parents, avec tout ça, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, dans la série, il y a un passage intéressant où tu expliques qu'aujourd'hui, il n'est peut-être pas encore temps de dévoiler cela au monde. Mais quand on t'entend dire ça dans la série, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi de se dire, mais cette décision de le dévoiler appartient aussi, peut-être surtout à Ève. C'est vertigineux de penser à ça. Uniquement parce qu'en fait, je n'ai pas besoin
de retrouver une forme de crédibilité ou quoi que ce soit. Mm. Je suis en paix avec ça, en fait. Hein. Mm. Et d'une certaine façon, le public a été informé au travers de tout ce que j'ai fait. Et c'était ma mission. Le reste, c'était pas important. Ouais. Bon, dans la série, on voit à un moment donné le portrait de Damien, Damien Marcy, qui a été ton assistant à l'époque, et qui témoigne du fait que pour lui, tout ceci est faux. Mais une chose importante, est-ce que Damien était toujours ton assistant quand tu as fait l'annonce de l'enfant cloné, l'annonce de la naissance de Ève, ou est-ce que ça faisait longtemps qu'il t'avait quitté? C'est important. En fait, Damien, à partir du moment où j'ai décidé de le faire, il a fallu trouver des sponsors. J'avais pas le moindrement d'argent. J'enseignais dans une université. C'est pas avec ça qu'on peut créer un labo et tout. Donc j'ai trouvé des parents qui souhaitaient cloner leur enfant mort. Bon, donc c'est eux qui ont sponsorisé le premier laboratoire qu'on avait fait en West Virginia. Donc ça, on le voit. Et à l'époque, j'avais demandé à Damien s'il était d'accord de me donner un coup de main. Parce que on se connaissait tous les deux venant de France, tous les deux vivant aux États-Unis, et il a accepté avec générosité. Et donc c'est lui qui est allé vivre en West Virginia. Et à l'époque, j'enseignais toujours dans l'État New York. Donc je faisais la navette une fois par semaine entre l'État New York et puis le nord de New York et le West Virginia. Donc je ne sais pas si vous imaginez les distances, etc. Donc c'était assez fou. Et des choses se sont précipitées parce que j'étais très active au niveau médiatique. Et la FDA, finalement, après qu'on soit passé au Congrès, après qu'on soit passé à l'Académie des sciences, qu'on ait été, Raël et moi, sur toutes les grandes chaînes, finalement, la FDA a décidé qu'il fallait peut-être qu'elle regarde ça. Donc c'était bien après que le Congrès l'a demandé, en fait. Donc ils ont mis un certain temps, mais ils sont allés visiter le laboratoire. Et donc ça ils n'ont rien trouvé, ils nous ont rien reproché, parce qu'on avait tout à fait le droit d'avoir ce laboratoire. Donc ils ne l'ont pas fermé, contrairement à ce qui est dit, en fait, c'est pour mettre un peu plus de droit. Okay. Ils n'ont pas fermé la FDA, mais les parents qui sponsorisaient ont eu peur. Et eux, ils ont fermé le laboratoire. Donc Et donc je me suis retrouvée sans sponsor, et donc à ce moment-là, Damien est reparti à son université, et tout a été arrêté. On n'a même pas pu récupérer les équipements, les parents les ont gardés. Et donc tout ça, c'était bien avant l'annonce. Donc c'était bien avant. Ensuite, j'ai continué ce que je faisais, c'est-à-dire chercher des sponsors, chercher des scientifiques, et en fait, ça m'est arrivé un peu comme c'est un contact, en fait. Un contact d'un Raélien de Corée du Sud qui me dit « Je connais quelqu'un qui pourrait t'aider ». Et je vais en Corée du Sud et je rencontre cette personne qui avait déjà fait plus de 4000 embryons de vaches. Bon, on va me dire, c'est pas les embryons, mais je suis d'accord. Mais la technique de percer l'œuf, d'enlever son noyau et puis de faire la fusion avec la cellule de peau, ça demande une dextérité parce qu'on manipule quelque chose qui est au micron, quoi. Donc, pour le faire, il fallait avoir ce que Damien aurait pu acquérir après 1 an ou 18 mois de pratique sur les œufs qu'on allait pouvoir lui trouver. Donc, j'ai fait un bond extraordinaire à ce moment-là. Mais il n'était plus là, quoi. Non, il n'était plus là. Non, il était donc c'est important de revenir là-dessus. Parce que et bien évidemment, je n'ai pas du tout communiqué sur ce sujet parce que j'avais compris la leçon du premier labo. Donc le labo suivant était dans une carrière. Enfin, un jour, peut-être, je dévoilerai tous les endroits. Il y a quelques personnes qui sont au courant. Mais cette personne-là, donc, et en plus, un médecin nous a rejoints qui, lui, était spécialisé en embryons, en IVF. Et donc, il les a regardés, les embryons, il les a vus, et il me dit
You bluffed me. D'accord. Et donc, bon, voilà. Bon, c'est une sacrée aventure, cette histoire, quand même. Ouais. Tu viens de parler à l'instant du Congrès américain, on va revenir là-dessus, là, parce que ça, c'est une séquence forte et qui a sûrement touché, puis peut-être même surpris beaucoup de personnes. Alors, à l'époque, bien sûr, ça avait été médiatisé, mais ça a peut-être été oublié. Et puis là, la série revient dessus. Toi et puis Raël, reçus au Congrès américain. Un truc incroyable, quoi. Sur le coup, je savais que c'était important, mais j'étais dans une telle démarche dans un tourbillon tel, en fait, que je ne me suis pas rendu compte de la dimension que ça avait. Je n'avais pas non plus la compréhension, en fait. J'étais tellement entre mes enseignements, le labo, etc. Ouais. Je n'avais pas le temps de regarder la politique et tout. Donc j'étais un peu ignorante de la façon dont les auditions au Congrès se passent. Ouais. Quoi. Mais c'était fabuleux. Bien évidemment, toute la partie médiatique, les médias complètement... à l'affût de tout ce qui pouvait se passer là. Et donc j'étais assise un peu plus en bas et Raël était un peu plus en haut dans l'arène. En fait, c'est un amphithéâtre. Hein. Et je le regardais et il montrait le toit. Je disais, de quoi, qu'est-ce qu'il me montre? Et il y avait une frise tout autour de l'amphithéâtre de swastika. D'accord, ok. Donc, on rigolait tous les deux. Le swastika qui est une partie de l'emblème du symbole du mouvement raélien, enfin, le symbole de l'infini. À l'intérieur de l'amphithéâtre où on était entre... Il y a cette partie congrès, et puis après, dans la série, on voit cette partie où tu es amené à comparaître dans un tribunal, c'est ça? Donc, en fait, le congrès, c'était bien avant l'annonce, et puis le tribunal, c'est donc le congrès, c'était bien avant l'annonce. Oui, le congrès, c'était dans toute la préparation, en fait, entre 2000 et 2002. Il y a eu 2 ans de communication intense au niveau média, qui se faisait de plus en plus intense parce qu'il y avait comme une forme de compétition avec 2 autres intervenants, Antinori et puis Zavos, qui étaient 2 scientifiques, un italien et l'autre grec américain. Et tous les 2 prétendant de le faire. Donc, il y avait un peu une course au premier. Ouais. Alors après, il y a cette comparution, entre guillemets. Et il n'est pas exclu qu'ils aient réussi, en fait, aussi. Hein. Mais là, c'est discrétion absolue, quoi. Ah, complètement. Et donc, du coup, tu passes devant ce... T'es amené à comparaître, en fait, c'est ça? Donc, je suis amené à comparaître. On le voit dans la série, donc un avocat américain qui avait envie d'être famous, qui avait envie d'être célèbre, voilà, avec cette histoire. Il le dit très bien. Hein, il dit mais peut-être que je vais être le premier. Il y avait quelque chose à faire. Et puis quelque part, on se dit si c'est pas lui qui l'avait fait, d'autres l'auraient fait, parce qu'il y avait impossible. En fait, c'était quand même tordu d'essayer de dire qu'il allait protéger un enfant en le sortant de sa famille et en le mettant dans un système, ce qu'ils appellent le foster system, donc des enfants qui vont dans les familles d'accueil, alors qu'il y a des milliers d'enfants qui sont perdus dans les familles d'accueil, qui disparaissent. Parce qu'ils se sauvent, ils se sentent pas protégés, ils se sauvent. Il y a le système de famille d'accueil aux États-Unis est très défaillant. Et lui, il pensait que c'était rendre service à cet enfant, alors que les parents en question ont mis tellement d'énergie émotionnelle pour avoir cet enfant qu'ils désiraient tellement. Ça ne pouvait pas être autrement qu'un enfant pourri gâté et en plus super entouré et surveillé, quoi. Donc le sortir, c'était monstrueux. En tout cas, la série apporte beaucoup l'attention sur l'aspect sensationnel de la chose. Nous ici aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver le sens de tout ça. On est entre nous et le pourquoi, quoi, l'intention de tout ça. Moi, j'ai envie de te poser 2 questions par rapport à ça. Si tu veux, on fait le jeu du vrai ou faux, quoi, quelque part. Si tout cela était faux, parce que la série met en avant ceci, quoi, qu'en fait c'était un coup de pub, ça a fait, voilà, ça
le mouvement raélien a été connu dans le monde entier, tout ça c'est pour la publicité. Mais ça va bien au-delà, quoi. Donc imaginons que tout ça soit faux. Quel serait le sens ? Quel serait le sens de tout ça ? Il fallait, que ce soit vrai ou faux, il fallait que le public sache. Il fallait mettre ça sur la table. Il fallait que le public comprenne l'importance de cette dimension scientifique qui était le clonage. Et de comprendre qu'il n'y avait pas d'espoir de vivre éternellement autrement qu'au travers de la science. Qu'il fallait comprendre qu'il y avait une civilisation extraterrestre qui nous a créés et qui espère qu'on arrive à terme de cette expérience d'humanité, c'est-à-dire qu'au lieu de s'autodétruire, on arrive à passer le cap. Et ça passe par la compréhension de tous ces phénomènes scientifiques. En fait, si on arrête d'être obscurantiste, croyant qu'il y a un Dieu qui manage tout, mais c'est en fait la croyance en Dieu diminue de plus en plus. Et ce qui est dominant maintenant, c'est l'évolution. C'est la croyance que tout est arrivé par chance. Donc c'est très déprimant de se dire en fait je suis là juste par hasard. Et je suis censée souffrir au travers de ce hasard, peut-être pour me donner un peu de plaisir ici ou là. C'est la réalité, alors qu'on amène une dimension au niveau du réalisme, de la philosophie raélienne, qui nous explique que non, on est vivant, on est là pour vivre dans le plaisir et d'apprécier chaque instant de notre vie, chacun avec son unicité et en harmonie avec tous les autres qui nous nourrissent. Donc c'est pas juste un bébé cloné, c'est tout ce qui accompagne derrière. Tout ce qu'il y a autour. C'est toute cette philosophie raélienne qui est importante à cette époque. Et alors, question inverse, imaginons que ce soit vrai. Quel est le sens de tout ça ? Si c'est vertigineux, si ce que tu as... C'était une avancée scientifique. En fait, les seuls qui ont réussi à faire ça, c'était probablement 5 ou 6 ans après. On informé de la technique et tout, mais c'était une belle avancée scientifique. Et de ça, je pense qu'on peut en être fier, quoi. Après, que les bébés... que ce soit vrai ou faux, finalement, le résultat est le même. C'est l'important, c'était qu'on comprenne bien que c'était une étape essentielle dans le développement de l'humanité. En tout cas, dans la série, dans le doc, concernant la véracité de la naissance de Ève, on voit Raël témoigner, et du fait de dire que je n'ai aucune raison de douter de Brigitte. Et qui te fait confiance et qui pense que cela s'est réellement passé. Tu confirmes, C'est touchant. C'est touchant de l'entendre dire ça, mais il a pas à dire. En fait, il s'est appliqué très très tôt. C'est-à-dire que quand, au tout début, vers les années 2000, quand j'ai eu le feu vert des parents pour le labo en West Virginia, je les ai fait venir à Valcourt, il était au Québec, et je les ai présentés les uns aux autres. Et bon, Raël était ravi et tout, il a donné son blessing, mais en disant « j'ai rien à faire dans cette histoire-là ». Et ça a été sa position. À partir de ce moment-là, il m'a dit « Brigitte, vas-y. Tu as ma bénédiction, qui on fait pas de bénédiction, mais bon, je veux dire, de façon virtuelle. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus communiqué. Sinon, tiens, bon, ça avance bien. Genre, ces événements-là, ils le voyaient, donc tous les événements FDA, tous ces trucs-là. Mais de temps en temps, on allait communiquer, mais ils ne voulaient pas être impliqués dans ça pour pouvoir dire à la fin, je ne sais pas. Et ça, c'est important. En tout cas, merci Brigitte de revenir sur cet événement. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a dans certains pays, dont la France, il y a des lois qui sont passées. Il y a une loi qui est passée anti-clonage, entre guillemets, des lois qui interdisent donc le clonage, mais non seulement le clonage, mais la promotion
du clonage, quoi. Donc, si on avait un doute, comment tu vis ça, quoi? Enfin, non, mais si on avait un doute sur la liberté d'expression en France, alors cet exemple-là, c'était quand même en 2003. C'était un de plus, en 2003. Ouais. C'est impensable quand on pense à la Constitution. La Constitution américaine ne permettrait pas une loi pareille. On ne peut pas interdire aux gens de penser ou de s'exprimer sur un domaine, quel qu'il soit. Et donc, c'est impensable. Et de penser que ça vient du pays des droits de l'homme, c'est ridicule. Ouais. Bon. Et même la promesse de 30 ans de prison, si on fait le clonage, si on est un Français qui fait le clonage en France ou à l'étranger. C'est-à-dire que normalement, la juridiction, c'est à l'intérieur du territoire. Là, ça s'étend. C'est y compris à l'étranger, quoi. Complètement à l'étranger. Ce qui, en droit international, ne tient pas la route, quoi. Et, si tu commets un délit, si en tant que Français tu commets un délit en Italie ou en Suisse, la loi française n'est pas appliquée. La loi du pays où tu as commis le délit va être appliquée, mais pas la loi française ne va pas te chercher les poux, quoi. Et là, c'est une loi d'exception. Et c'était il y a 20 ans. C'est il y a 20 ans déjà. On ne peut pas s'empêcher de penser que en 20 ans, il ne s'est pas rien passé, quoi. Parce que depuis 20 ans, en fait, c'est comme un silence radio, quoi, sur les ondes du clonage, entre guillemets, quoi. Mais on peut pas s'empêcher de penser que rien ne s'est passé, rien n'a évolué. Je connais énormément de personnes qui le font maintenant. Qui font le clonage. C'est pas sorcier, quoi. Et là, j'ai arrêté de le faire de façon reproductive en 2004. Après ça, j'ai fait plutôt de la thérapie, du clonage thérapeutique. Et donc, je fais des cellules souches, mais j'ai je pense, 130 différentes lignes de cellules souches résultant du clonage. Et ça fait partie de... Enfin, je ne suis pas la seule à le faire. En tout cas, Brigitte, merci d'avoir répondu à ces questions et de revenir sur le sujet, parce que je suis sûr que ta parole est attendue et entendue, et c'est important. Bon, on est là pour parler, c'est le thème de cette série, les Raéliens de Netflix. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'a pas été dit dans la série? Qu'est-ce que tu aimes, quel message tu aimerais faire passer aujourd'hui? Je pense en fait le regret, c'est le portrait qu'ils ont fait de Raël. En fait, je m'abstrais complètement de ça parce que, bon, peu importe leur vision de moi, mais l'objectif c'était vraiment de mettre le public en présence de Raël comme nous on le vit, quoi. Et puis c'était le titre. C'était le titre. En gros, quoi. Et j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup plus de la dimension philosophique qu'il apporte. On le voit dans toutes les phases, différentes phases de sa croissance en tant que prophète. Mais l'enseignant ne paraît pas dans ce... Mais faut-il rappeler que les équipes de Netflix sont allées à Okinawa et qu'il y a des heures d'enregistrement et qu'il n'y a quasiment rien qui est sorti de ça. Quoi. Et il y en a beaucoup d'autres. Ils sont allés voir... il y a Bonnie, de la même façon. Ah ouais, je l'ai vu. Mais en même temps, bon, c'est une œuvre qui est faite par des gens qui ont exprimé leur vision. Une vision teintée, une vision qu'on peut critiquer. Pour moi, je la regarde avec cet œil-là. Et puis, bon, c'est à nous de corriger les choses qui ne sont pas justes. Et puis d'être peut-être plus actifs à présenter notre philosophie avec tout ce qu'elle apporte de beauté. Et surtout... Parce que le monde en a bien besoin maintenant. On en parlait ce matin avec cette loi sectaire de renforcement de la Mélévude contre les dérives sectaires en France, qui touche les thérapies, etc. Je commentais en disant que c'est grotesque, mais c'est en fait, même si tu décides de manger d'une certaine façon, tu risques d'être pénalisé par l'État, quoi. C'est où on en est. Donc bon, ça c'est un exemple en France, mais tous les risques nucléaires
au niveau international, et les souffrances de partout, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour faire un paradis sur Terre. Donc notre voix doit porter beaucoup plus, et ça c'est... Merci à toi de faire ce genre de... On est là pour ça, et c'est vrai que c'est l'intention de ces rendez-vous-là, et puis merci encore d'avoir répondu à cette invitation, parce que du coup ça permet justement de mettre en perspective les choses et d'aller peut-être un peu plus au fond. Là tu sais qu'il n'y aura pas de montage, ni de coupage, ni de distorsion. Oui la réalité, je pense pas. Merci Brigitte. Merci à toi. Merci, et puis à très bientôt. 1, 2